Madame, Messieurs, bonsoir. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais UPDF annoncent avoir arrêté un combattant ADF de nationalité kenyane à Boga, ont été situés dans les territoires d'Irumu. Nous sommes là dans la province d'Ilituri. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabou. La nouvelle est confirmée par le colonel Mike Kazukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC UPDF, qui soutient que ce combattant ADF est originaire de Kenya. Ce dernier a été capturé au sud-ouest de la localité de Boga, à territoire d'Irumu. C'est l'arrestation de sujet kenyan qui est natif de Mombasa. Il répond au nom d'Ibrahim Mohamed. Il est dans le groupe de l'ADF qui sont en train de s'aimer la mort et la désolation dans la partie sud de la province de l'Ituri, plus précisément dans les alentours de Boga. Il a été arrêté par les troupes de la coalition. Nous pensons que dans les heures qui suivent, on pourra donner plus de détails sur les circonstances de son arrestation. Mais ce qui est important, c'est de signaler qu'ils étaient en train de planifier d'autres incursions dans les localités qui longent la partie frontalière entre le Nord Kivu et tous ces criminels appartiendraient à un groupe très actif dans cette partie. Comme vous le savez, la paix ne se décrète pas. Vous suivez les médias, chaque jour presque on parle des opérations de routine. On parle des arrestations de collabos et de certains leaders locaux comme étrangers qui sont en train d'exécuter ce massacre. Colonel Makazukai appelle tous les jeunes qui ont facilité l'attaque de la prison centrale de Butembo de se désolidariser avec tous les groupes armés qui sont encore actifs dans la région avant que les rouleaux compresseurs de l'armée arrivent. Ils ont été soutirés de la prison de Butembo, amenés de force dans cette aventure. S'ils ont l'occasion de nous suivre, nous pensons que le taux est en train de se resserrer autour de l'ennemi et que celui qui a la chance de se sauver, qui se sauve. Parce qu'on aura beaucoup de difficultés à séparer ceux qui ont la volonté de continuer avec ces gens-là ou ceux qui ont accepté de les suivre, mais je me dis que beaucoup ont été amenés de force. Ceux qui peuvent avoir la chance de s'échapper, qu'ils partent, nous serons obligés de travailler sérieusement. Cet exploit arrive après que les opérations conjointes FARDC UPDF contre les terroristes ADF à l'est de la RDC soient prolongées de 2 mois selon un communiqué final de la deuxième réunion d'évaluation ministérielle de ces opérations tenues lundi 20 septembre dernier à Kinshasa. Béni, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Et puis revenons sur la rencontre de mercredi entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais Paul Kagame. C'était à l'initiative du président français Emmanuel Macron, une tripartite tenue en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les 3 dirigeants se sont convenus d'agir en concert pour mettre fin aux violences à l'est de la RDC. Voilà le sens de ce papier signé Fistongal. Pas de poignées de main entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame à l'issue de cette rencontre à l'initiative du président français Emmanuel Macron, à en croire des sources proches de la présidence de la RDC. Du moins, la rencontre tripartite a eu lieu ce mercredi 21 septembre à New York, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les 3 chefs d'État, à savoir le français Emmanuel Macron, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, ont marqué leurs préoccupations face à la recrudescence des violences dans l'est de la RDC et leur résolution à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par le groupe terroriste ADF dans la région. Ces 3 dirigeants sont convenus à l'issue de leurs entretiens d'agir de concert pour lutter contre les violences dans l'est de la RDC. En clair, selon la même source, les 2 dirigeants africains sont convenus d'agir de concert pour obtenir au plus vite l'application des dispositions du processus de Luanda, à savoir le retrait du M23 et le cantonnement de ces combattants hors de la zone de Bunagana, avec l'appui des Nations Unies, de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la conférence internationale sous la région des Grands Lacs. En outre, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Emmanuel Macron sont convenus d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action de groupes armés dans la région des Grands Lacs, dont les FDLR. Accusé à maintes reprises par Kinshasa de soutenir le mouvement rebelle du M23 qui opère présentement à l'est de la RDC, Kigali a toujours nié le fait.
Mais le président Paul Kagame avait, lors de son intervention à la tribune des Nations Unies, reconnu les besoins urgents de trouver et de régler les causes profondes de l'instabilité dans l'Est de la RDC. Ces défis ne sont pas insurmontables et des solutions peuvent être trouvées. Cela sera au bout du compte bien moins coûteux, tant en argent qu'en vies humaines, a dit le numéro 1 du Rwanda. Et de son côté, le Premier ministre Sama Lukonde a atterri ce jeudi à l'aéroport international de Goma. Le chef du gouvernement vient évaluer l'état de siège décrété depuis mai 2021 dans les provinces en proie de violences des groupes armés aussi bien locaux qu'étrangers. Mais bien avant le Nord Kivu, Jean-Michel Sama Lukonde était mercredi à Bunia dans la province de l'Ituri pour le même exercice, nous dit John Mokati. Aussitôt arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 21 septembre la réunion du Conseil de sécurité provincial élargie aux autres services, avec au menu les questions sécuritaires de cette province en état de siège. Autour de la table pour cette réunion, il a été noté la présence, entre autres, des membres du gouvernement, notamment les ministres de la Défense, les ministres du Budget, les ministres de la Justice, les ministres de l'Industrie, les ministres des Affaires humanitaires, les ministres de l'Agriculture, les ministres de l'Intérieur et les vice-ministres des Affaires étrangères. Ont également pris part à ces conseils de sécurité élargis les députés nationaux et sénateurs de des provinces en état de siège, des membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le chef d'état-major de FARDC, l'inspecteur général de la police, le commissaire général de la police, le coordonnateur national des programmes DDRCS, désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion. Rien n'a filtré de ces échanges pour conserver leur aspect hautement sécuritaire. Signalons que c'est la 3e tournée de suivi et évaluation que les chefs du gouvernement effectuent dans les 2 provinces en état de siège. À son arrivée, le numéro 1 du gouvernement congolais s'est exprimé dans ce sens. Comme vous le savez, une décision avait été prise par son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri l'état de siège en vue de rétablir la paix, ce qui est très cher à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici, ce n'est pas une première. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons voulu commencer par l'Ituri et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bunia. Nous sommes venus avec une forte délégation parce que dans le cadre de cette évaluation, bien sûr, nous le faisons avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous sommes venus aussi avec tous les services connexes qui nous accompagnent dans le cadre de ces opérations. Donc nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires, mais aussi avec les forces vives de la province de l'Ituri, nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. Processus électoral en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a procédé mercredi au lancement effectif du test grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs à Louzi, dont le Congo central. C'était en présence des autorités politico-administratives. Suivez. L'écho de cette opération s'est fait à l'Institut Fibetila en présence des autorités politico-administratives ainsi que de la population venue pour la circonstance. Gérard Bissambou a expliqué les fondements de ces tests qui vient baliser l'opération imminente de révision du fichier électoral. Cette opération qui pour moi est une opération préliminaire, une opération expérimentale, elle a la nécessité de se dérouler pour pouvoir corriger les erreurs, les éventuelles erreurs qu'on trouverait dans le fonctionnement, la fonctionnalité des kits, de manière à améliorer la finalisation des kits que nous allons utiliser pour l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. Donc, la fonctionnalité, ça signifie qu'on voit ici comment l'appareil répond aux différentes questions, aux différentes demandes qu'on lui fait, notamment, par exemple, les empreintes qui pourraient poser problème, l'utilisation, la prise de l'iris, mais aussi la saisie des données, mais aussi l'identification du requérant sur le formulaire. Tout ça, on essaie de voir
si la fonctionnalité de l'appareil au gré des demandes. Premier requérant à obtenir son spécimen, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vemba, a invité la population de Luozi à l'enrôlement. Je tiens à vous dire, c'est ça le demain du Congo. Il faut déjà que vous venez nombreux pour vous faire enrôler. Parce que c'est inadmissible que Luozi puisse n'avoir qu'un seul député national avec plus de 10 secteurs. Donc mes frères et mes sœurs de Luozi, mes enfants, Mengwakazi, venez nombreux vous enrôler pour que Luozi puisse atteindre 2 à 3 députés nationaux. Nous voulons des élections libres, démocratiques, surtout apaisées. Parlons autre chose, cérémonie de remise et reprise à l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Henri Mbadendouzi a pris le bâton de commandement comme directeur général en remplacement d'Olivier Mouchetti, témoin de l'événement dans Sileka. Les agents et cadres de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN étaient venus nombreux ce jeudi 22 septembre pour assister à la cérémonie de passation de pouvoir entre le nouveau directeur général de cet établissement public et son prédécesseur. Une façon pour ces agents d'exprimer leur soutien indéfectible à la nouvelle équipe dirigeante de l'ICCN sur qui ils comptent l'amélioration de leurs conditions sociales et de travail. Après la signature des documents administratifs y afférents, Olivier Mouchetti, 2G sortant, a cédé les bâtons de commandement à son successeur, Henri Mbalekunzi, qui sera secondé par le DGA Bernard Mbatz, cadre du mouvement de libération du Congo MLC. Le désormais numéro 1 de l'ICCN, Henri Mbale, promet l'amélioration des conditions de ses employés et a saisi cette même occasion pour remercier le chef de l'État et la vice-première ministre de l'Environnement pour le choix porté sur leur personne. La cérémonie s'est déroulée dans la convivialité, en associant tout le monde, mais en se basant sur les critères de compétences et expérience. Nous allons évaluer les agents et nous allons confier ça à une commission. Ensemble et en prenant conscience d'où nous venons et où nous sommes présents, nous devons travailler ensemble dans la convivialité et pour l'intérêt général du pays. Comme un bienfait n'est jamais perdu, le DGA sortant Vincent Imbongo, également cadre du MLC, ayant fait preuve de bon gestionnaire, son départ a été regretté par l'ensemble du personnel de cette entreprise publique. Cela étant, il faut espérer de souhaiter que la nouvelle équipe dirigeante de l'ICCN va conduire à bon port cette structure de l'État. Faisons à présent un tour dans les communes de la capitale. Tout d'abord, à Lemba Terminus, des stagiaires de l'IFASIC ont visité le marché Makongo au quartier Molo. Le constat est amer. L'insalubrité a élu domicile. Les vendeurs étalent leurs marchandises aux côtés des immondices, dégageant des odeurs nauséabondes. En tout cas, c'est le constat établi par Jouissance Lucelebo, Zavérienne Zameya et Christo Mampouya. Regardez. L'insalubrité bat son plein dans les marchés de Kinshasa. C'est le cas au marché Makongo, au quartier Molo, dans la commune de Lemba Terminus. Les conditions des ventes dans ces lieux de négoce sont précaires. Les vendeurs étalent leurs marchandises aux côtés des immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes. Les caniveaux qui longent ces marchés, suite au manque de poubelles, des déchets qui débordent et atteignent même la chaussée. D'où cette interrogation des vendeurs. Où va les fonds générés par les taxes perçues dans ces marchés? Chaque jour, le salon va ça la monter. La terrasse on a tout filmant. Donc ils ont bouché mais il est à l'écolo. Nakati il est raté à l'écolo. Donc on peut ça bon et l'eau mon quoi. Ça bon et ça va cause ça va mon à makambo. Ceux qui batongo va ticket. Ceux va faire ça comme bon, ceux va faire ça bon, ceux va la de la bango. Je peux te y bien péter. Comprendre que on toujours foutre bambon et quoi tiens au propriétaire mais sur ça que
ça qui va faire ses abouchés donc du moins au sala ça que c'était l'équipe qui comme comment avoir même quelque chose de typhoïde et on peut dire le quoi va chef on dit vraiment au sala que to sente là lui va konza mboka c'est absolument pour le chef que ça vraiment la kili. Les clients qui s'approvisionnent en denrées alimentaires dans ces marchés ont eu des mots juste pour interpeller les autorités municipales et urbaines. L'insalubrité qui demeure dans ces marchés Mokongo risque d'être à la base de plusieurs maladies. Les autorités compétentes sont donc appelées à prendre urgemment des précautions. D'une commune à une autre, à Kitambo, le quartier Jamaïque en grande partie est privé d'eau potable. Les habitants font de longs trajets à pied pour s'approvisionner en cette denrée rare ou soit font recours à l'eau de forage ou des puits. C'est le constat établi par Sarah Mukenge, Daniel Ndaya, Samuel Louiata, tous stagiaires de l'IFASIC. Une grande partie du quartier Jamaïque dans la commune de Kintambo est privée d'eau potable. Depuis plusieurs mois, ces denrées rares apparaissent au robinet une fois les mois. Véritable calvaire pour la population qui va à sa recherche dans les communes environnantes telles que Bandalungwa ou au quartier Vélodrome. L'accès à l'eau potable est devenu un véritable casse-tête pour les habitants de ces quartiers qui recourent à l'eau de forage et puis pour survivre. Les robinets ne servent plus qu'au décor. Maman, merci pour la parole. Nous avons un problème à maï makasi na Jamaïque. Donc nous souffrir makasi pour la maï ainsi que courant mambebele belé. Taka Jamaïque est un quartier moko munene et bani pe en plus. Tout cause on a pas difficulté le roi va bloquer le roi va maï te ba courant te. Alors on to sengi na ba konza mboka bata na biso likambo ya Jamaïque. Donc ya mukeka ya koloba susi tozana ngono ya liboso po na maï po maï nde bolobara l'eau c'est la vie. Tala ba maman biso nde bazo souffrir. Évidemment, on a un problème d'eau potable, l'eau ne sort pas. L'eau ne sort pas. La population de cette contrée rencontre beaucoup de difficultés. On n'a pas d'eau. Les autorités de la régie des eaux sont interpellées. Et pour terminer, 9e jeu de la francophonie, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, a visité les différents chantiers qui vont abriter ce jeu. Question de se rassurer de l'avancement des travaux. John Moukadi nous en parle. Cette visite d'inspection a commencé par le stade des Martyrs, où un grand collecteur construit par la société New Sotem, dont le taux d'exécution des travaux est évalué à 80%. Et la visite du stadium de basket, le gymnase jumelé de basket, le bâtiment administratif qui servira aussi au centre d'information, ainsi pour jeter aux enclos du stade des Martyrs. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Guissaro, un véritable warrior, voulait se rassurer de l'état d'avancement des travaux aux différents chantiers pour le jeu de la francophonie. De la francophonie qui vont être organisés en 2023 sont d'abord un projet qui est suivi par le chef de l'État lui-même. C'est de sa volonté que la République démocratique du Congo va accueillir ces Jeux et il est directement impliqué là-dessus. C'est ainsi que dans le cadre de la matérialisation justement de cette vision du chef de l'État, de cette volonté plutôt du chef de l'État, le gouvernement de la République s'est appesanti et fait le suivi de la matérialisation justement de ce projet. Et c'est dans ce cadre-là que, en tant que ministre des Infrastructures et Travaux publics, nous venons faire le suivi physique et même financier de la manière dont ce projet évolue. La deuxième étape de cette visite, c'était le stade Tata Raphaël, où le ministre Alexis Guissaro a palpé du doigt l'état d'avancement des travaux de l'aréna de tennis de table, la salle de judo et les stades pour la lutte traditionnelle. Le directeur technique de New Sotem, Sam Pombo, rassure que les travaux seront clôturés d'ici les mois de février 2023. Au niveau de Tata Raphaël, à ce stade, on a quitté la fondation.
Nous sommes maintenant sur l'élévation. On a déjà commandé la structure métallique, donc la charpente tout qui est dans la toiture, tout consort. C'est déjà commandé en Afrique du Sud. Si le gouvernement tient sa parole du point de vue financier, on se bat pour que les travaux puissent être livrés au plus tard au mois de février. Notez que les 9e Jeux de la francophonie se tiendront au mois d'août 2023 et réuniront les athlètes de plusieurs disciplines de la zone francophone à Kinshasa. Et c'est la fin. Merci de nous avoir suivis, Madame, Monsieur. Portez-vous bien. Au revoir.